Véra, nouvelle d'Anton Tchekhov de 1887, traduit par Madeleine Durand, Édouard Parère. Ivan Ognev se souvient que, ce soir-là d'août, il ouvrit avec fracas la porte vitrée et passa dans la véranda. Il portait alors une pèlerine et un chapeau de paille à large bord, celui-là même qui traîne maintenant avec ses bottes dans la poussière sous le lit. Il tenait d'une main gros paquets de livres et de cahiers, de l'autre un bâton de bois sec. Derrière la porte, éclairant son chemin avec une lampe, se tenait le maître de maison, Kouznetsov, un vieillard chauve à la longue barbe blanche, vêtu d'un veston de piqué blanc comme neige. Le vieillard souriait d'un air débonnaire et hochait la tête. « Adieu, patriarche !» lui cria Ognev. Kouznetsov posa la lampe sur une petite table et passa dans la véranda. Deux longues ombres étroites franchirent une marche en direction des parterres, vacillèrent et appuyèrent la tête contre des troncs de tilleul. « Adieu, et encore une fois merci, mon cher, fit Ognev. Merci pour votre affabilité, vos petits soins, votre affection. Jamais dans les siècles des siècles, je n'oublierai votre hospitalité. Vous êtes bon, et votre fille est aussi bonne, et tout le monde ici est gai, affable, des gens si magnifiques que je ne sais comment l'exprimer. » Par excès de sensibilité et sous l'influence de les liqueurs qu'il venait de boire, il parlait d'une voix chantante de séminariste et était si ému qu'il exprimait ses sentiments moins par des mots que par des clins d'yeux et des mouvements d'épaules. Kouznetsov, lui aussi un peu gris ému, tendit le buste et embrassa le jeune homme. « Je m'étais habitué à vous comme un chien couchant, poursuivit Ognev. Je venais chez vous presque chaque soir, j'y ai passé la nuit une dizaine de fois, et j'ai tant bu de liqueur que j'ai peur d'y penser. Et merci surtout, monsieur Kouznetsov, pour votre concours et votre aide. Sans vous, ma statistique et moi, nous étions ici jusqu'en octobre. Voici ce que je mettrai dans ma préface. Je considère comme de mon devoir d'exprimer ma reconnaissance au président de la commission rurale du district Kosmetsov pour son aimable concours. La statistique est un splendide avenir. Mes plus profondes salutations à mademoiselle Kouznetsov et dites au docteur, aux deux juges d'instruction et à votre secrétaire que je n'oublierai jamais leur aide. Et maintenant, patriarche, serrons-nous mutuellement dans nos bras et échangeons le dernier baiser. » C'est un Ognev tout chose qui embrassa encore une fois le vieillard et se mit à descendre. À la dernière marche, il se retourna et dit « Nous reviendrons-nous un jour ?»« Dieu le sait, répondit le vieillard. Probablement jamais. Oui, c'est vrai. Vous ne viendrez pas à Pétersbourg pour un caprice. Quant à moi, je doute de me retrouver jamais dans son district. Allez, adieu. » « Vous devriez laisser vos livres ici, lui cria Kouznetsov. Quelle idée de traîner un poids pareil. Je vous les ferai porter demain par un domestique. Mais Ognev ne l'entendait déjà plus et s'éloignait d'un pas rapide. Dans son âme échauffée par l'alcool, il y avait de la gaieté, du bien-être et de la tristesse. Tout en marchant, il pensait qu'on a souvent dans la vie la chance de rencontrer des braves gens qu'il est dommage que ces rencontres ne laissent d'autres traces que des souvenirs. Parfois à l'horizon passent des cigognes, un léger vent apporte leur craquetement exalté et langoureux, et un instant plus tard, avec quelque avidité, que vous scrutiez le lointain bleu, vous n'apercevez plus aucun point ni n'entendez aucun son. De même les gens, avec leur visage et leurs propos, passent dans notre vie et se noient dans notre passé, sans rien laisser que des traces insignifiantes dans la mémoire. Depuis le printemps, à N, et presque chaque jour l'hôte des braves Kouznetsov, Ognev s'était habitué au vieillard, à sa fille, aux domestiques, comme à des membres de sa famille, connaissait dans ses moindres détails la maison, la véranda douillette, la courbe des allées, la silhouette des arbres au-dessus de la cuisine. Mais à peine aurait-il passé le portillon que tout cela deviendrait souvenir et perdrait à jamais sa signification réelle, et au bout d'un an ou deux, toutes ces chères images s'obscurciraient dans sa conscience à l'égal des chimères et des fruits de l'imagination.
Dans la vie, il n'est rien de plus cher que des gens, pensait profondément ému Ognief tout en gagnant le portillon par l'allée. Rien! Le jardin était silencieux et tiède. L'air embaumé le réséda, le tabac de l'héliotrope encore en fleurs dans les patères. Les intervalles entre les buissons et les fûts des arbres étaient pleins d'un brouillard léger, caressant, tout imprégné de clair de lune et, spectacle qui resta longtemps dans le souvenir d'Ognief, des flocons de brume semblables à des spectres, allaient doucement mais de manière perceptible, l'un derrière l'autre à travers les allées. La lune était haute au-dessus du jardin et au-dessous, des nuées transparentes filaient vers l'Orient. L'univers entier semblait fait uniquement de silhouettes noires et d'ombres blanches errantes, et Ognief, qui, peut-être pour la première fois de sa vie, remarquait du brouillard un soir de clair de lune au mois d'août, s'imaginait qu'il ne voyait pas la nature, mais un décor où des artificiers maladroits, voulant illuminer le jardin avec un feu de bengale blanc, s'étaient postés derrière les buissons et avaient émis une fumée blanche en un même temps que la lumière. Au moment où Ognief arrivait au portillon, une ombre se détacha de la clôture, basse, et vint à sa rencontre. « Mademoiselle Koutzestov, fit-il joyeux, vous êtes là, et moi qui vous ai cherché, je voulais vous dire adieu. Adieu, je pars. » « Si tôt ? Il n'est que 11 heures. »« Non, il est temps, j'ai 5 verstes à faire à pied, et je dois encore préparer ma malle. Il me faut lever demain de bonne heure. » Devant Ognief se tournait la fille de Kouznetsov, Vera, jeune fille de 21 ans, à l'ordinaire mélancolique, négligée dans sa mise et intéressante. Les jeunes filles qui rêvent beaucoup et lisent à longueur de journée, paresseusement étendues, tout ce qui leur tombe sous la main, qui s'ennuient et sont mélancoliques, s'habillent d'habitude de façon négligée. À celles d'entre elles que la nature a dotées de goût et de l'instinct de la beauté, cette légère négligence donne un charme particulier. Du moins quand Ognief, par la suite, évoqua le souvenir de la jolie Vera, il ne put se la représenter sans une ample blouse, chiffonnée à la taille, d'amplis profonds, mais flottant autour du buste, sans une boucle s'échappant sur son front de sa haute coiffure, sans le fichu de tricot rouge, 2 franges de boules duveteuses et qui, le soir, comme un drapeau partant calme, pendait tristement sur les épaules de la jeune fille, et le jour traînait roulé en boule dans l'antichambre, parmi les chapeaux d'hommes, ou même dans la salle à manger, sur un coffre où, sans se gêner, un vieux chat s'en servait pour dormir. Ce fichu et ses plis de la blouse respiraient une paresse pleine de liberté, sa vie casanière, la bonté d'âme. Peut-être est-ce parce que Vera, ce qui lui plaisait qu'Ognief savait déchiffrer dans chaque bouton, chaque volant, une sorte de chaleur, d'intimité, de naïveté, ce je ne sais quoi de si bon et si poétique, qui manque précisément aux femmes dénuées de sincérité, de sentiment de la beauté et froide. Vera était bien faite, avec un profil régulier et de beaux cheveux bouclés. Ognief, qui dans son existence n'avait vu que peu de femmes, la tenait pour une beauté. « Je pars, fit-il en lui disant adieu, devant le portillon. Gardez un bon souvenir de moi, merci pour vous, merci pour tout. » Il se mit avec la même voix chantante de séminariste qu'il avait pour parler avec le vieillard, les mêmes clins d'yeux et les mêmes mouvements d'épaules à la remercier pour son hospitalité, ses bons soins et son affabilité. « J'ai parlé de vous à ma mère dans chacune de mes lettres, dit-il. Si tous étaient comme vous et votre papa, la vie sur terre serait un paradis. Tout le monde chez vous est magnifique, des gens simples, cordiaux, sincères. »« Où allez-vous maintenant ?» lui demanda Vera. « Chez ma mère, à Orel. J'y resterai à peu près 15 jours, et puis je peux rentrer à Pétersbourg pour mon travail. »« Et après ?»« Après ? Je travaillerai tout l'hiver, et au printemps, je repartirai dans quelques districts rassembler des documents. Allez, soyez heureux, vivez contents, gardez un bon souvenir de moi, nous ne nous reverrons pas. » Et il s'inclina et lui baisa la main, puis en proie à une émotion silencieuse, il arrangea sa pèlerine, prit son paquet de livres d'une façon plus commode,
resta quelques instants sans mot dire et ajouta « Quel brouillard est-il tombé !»« Oui, vous n'avez rien oublié ?»« Quoi donc ? Rien, je crois. » Il resta quelques instants immobile, en silence, puis se tourna gauchement vers le portillon et sortit. « Attendez, je vous accompagne jusqu'à notre bois, fit-elle, sortant sur ses pas. Ils prirent le chemin, les arbres maintenant ne masquaient plus l'espace, et l'on pouvait voir le ciel et les lointains. La nature, comme couverte d'un voile, se cachait derrière une vapeur ouatée transparente que perçait gaiement sa beauté. Le brouillard, plus dense et plus blanc, s'allongeait en bandes irrégulières autour des gerbiers, et les buissons, où vagabondaient en flocons à travers le chemin, se tapissaient contre terre et semblaient s'efforcer de ne pas boucher l'espace. À travers les vapeurs, on apercevait tout le chemin jusqu'au bois, avec ses fossés sombres de chaque côté, semés de petits buissons qui retenaient des flocons de brouillard. À une demi-verste du portillon, le bois des Kouznetsov dessinait une ligne noire. « Pourquoi est-elle venue avec moi ? Il va me falloir la accompagner, pensa Ognev. Mais après un coup d'œil au profil de Vera, il sourit tendrement et dit « On n'a pas envie de partir par un si beau temps. C'est un vrai soir de roman d'amour avec la lune, paix et tout le tremblement. Savez-vous, mademoiselle, je suis au monde depuis 29 ans et je n'ai jamais eu un roman. Pas une histoire d'amour dans ma vie. Ce qui fait que les rendez-vous, les allées, les soupirs et les baisers, je ne les connais que par oui-dire. Ce n'est pas normal. En ville, quand on vit enfermé dans sa chambre d'hôtel, on ne remarque pas cette lacune, mais ici, en plein air, on la sent fortement. On a comme l'impression d'être frustré. Pourquoi êtes-vous ainsi ? Je ne sais. Probablement, je n'ai jamais eu de temps, et peut-être simplement, n'ai-je pas eu la chance de rencontrer des femmes qui, en général, je ne connais que très peu de monde, et je ne vais nulle part. Les jeunes gens firent quelques 300 pas en silence. Ognev regardait la tête nue et le fichu de ce Vera, et dans son âme ressuscitaient l'un après l'autre les jours de printemps et d'été. C'était l'époque où, loin de sa chambre d'hôtel grise de Pétersbourg, jouissant de petits soins de braves gens, de la nature et de son cher travail, il n'avait pas le temps de remarquer que le crépuscule remplaçait l'aurore et que, présage de la fin de l'été, cessaient l'un après l'autre les chants du rossignol, puis la caille et un peu plus tard la perdrix. Le temps passait sans qu'on s'en aperçût, c'est donc que l'existence était douce et facile. Il se mit à l'évoquer, à haute voix, le peu d'enthousiasme qu'il avait eu. Lui, sans argent et sans expérience des déplacements et des gens, à venir ici en fin d'avril, dans le district de N, où il s'attendait à trouver l'ennui, la solitude et l'indifférence pour la statistique, science qui, à son avis, occupait maintenant la place la plus en vue. Arrivé un matin d'avril dans la petite ville de district, il s'était logé à l'auberge du vieux croyant Liaboukine, où, pour 20 kopecks par jour, on lui avait donné une chambre claire et propre, à condition de ne pas fumer dans la rue. Après s'être reposé, s'être informé du nom du président de la commission rurale du district, il s'était rendu sans retard chez M. Kouznetsov. Il lui avait fallu faire 4 varsts à pied à travers de magnifiques prairies et de jeunes bosquets d'arbres. Sous les nuages frissonnants, les alouettes qui inondaient l'air de leurs champs argentins, et sur les labours verdissants passaient des freux qui battaient gravement et posément des ailes. Seigneur, s'était alors étonné Ognev, est-il possible que l'on respire toujours ici un air semblable ? Ou bien cela sent-il si bon aujourd'hui seulement, en l'honneur de ma venue ? Comme il s'attendait à une sèche réception d'affaires, il était entré chez les Kouznetsov d'un pas hésitant, en regardant à la dérobée et en tortillant sa barbe d'un air timide. Le vieillard avait commencé par froncer les sourcils et par ne pas comprendre en quoi ce jeune homme et sa statistique pouvaient avoir besoin de la commission rurale, mais quand ce dernier lui eut abondamment expliqué ce qu'est la documentation statistique, où on la rassemble, Kouznetsov s'était animé, avait souri avec une curiosité enfantine, avait jeté un coup d'œil dans les cahiers d'Ognev. Le soir même, ce dernier dînait chez les Kouznetsov, était bientôt gris d'avoir bu une liqueur forte
et en regardant les visages tranquilles et les gestes indolents de ses nouvelles connaissances, ressentait dans tout son être la nonchalance agréable que donne envie de dormir, de s'étirer, de sourire. Ces nouvelles connaissances l'examinaient avec bonté et lui demandaient s'il avait son père et sa mère, combien il gagnait par mois, s'il allait souvent au théâtre. Il se rappela ses voyages dans les cantons, les pique-niques, les parties de pêche, le voyage encore au couvent des nonnes chez la mère supérieure Martha, qui avait fait présent à chaque visiteur d'une bourse en verroterie. Il se rappela les discussions ardentes, interminables, spécifiquement russes, où les interlocuteurs, qui s'aspergent de salive et frappent du poing sur la table, ne se comprennent pas, s'interrompent mutuellement, et à leur insu, se contredisent eux-mêmes à chaque phrase, changent de sujet à chaque instant, et au bout de 2 ou 3 heures de discussion, d'historions. Bon sang, de quoi nous sommes-nous mis à discuter? Nous avons commencé par l'Alléluia et fini par le De Profundis. Vous souvenez-vous de notre voyage à cheval chez Stovo, le docteur, vous et moi, fit Ognief au moment où il s'approchait du bois. Nous avons rencontré un innocent. Je lui ai donné une pièce de 5 kopecks. Il a fait 3 fois le signe de la croix et a jeté une pièce dans la seigle. Seigneur, j'en porte tant d'impressions que si l'on pouvait en faire un tas, ça ferait un lingot d'or. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui ont de l'intelligence et de la sensibilité s'entassent dans les capitales et ne viennent pas ici. Y a-t-il sur la perspective Nevski et dans les grandes maisons humides plus d'espace et de vérité qu'ici? Non, mon petit hôtel meublé, farci de haut en bas d'artistes, de savants et de journalistes, m'a toujours paru un préjugé. À 20 pas de la forêt, le chemin passait sur un petit pont étroit, supporté par 4 poteaux qui servaient toujours de petites haltes aux Kuznetsov et à leurs hôtes au cours des promenades du soir. On pouvait taquiner l'écho de la forêt et l'on voyait le chemin se perdre en une laie obscure. « Ah, voici le pont, fit Ognief. C'est ici qu'il vous faut retourner. » Vera s'arrêta et reprit haleine. « Asseyons-nous, fit-elle en s'installant sur les poteaux. Avant de partir, au moment de se dire adieu, c'est la coutume de s'asseoir. Ognief se percha sur son paquet de livres à côté d'elle et continua à parler. Elle était essoufflée par la marche. Elle ne regardait pas Ognief, mais tenait le visage tourné de côté, si bien qu'il ne la voyait pas. « Imaginons que nous nous rencontrions dans 10 ans, fit-il. Que serons-nous alors? Vous serez une respectable mère de famille et moi, l'auteur de quelques honorables et inutiles recueils de statistiques, gros comme 40 000 recueils. Nous nous rencontrerons et nous évoquerons le passé. Ce que nous sentons maintenant est présent, cela nous remplit et nous émeut, mais ce jour-là, quand nous nous rencontrerons, nous ne nous rappellerons ni le jour, ni le mois, ni même l'année où nous nous serons revus pour la dernière fois sur ce petit pont. Vous aurez peut-être changé. Dites-moi, aurez-vous changé? Vera tressaillit et tourna son visage vers lui. Quoi? Fit-elle. Je viens de vous demander. Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous me disiez. Alors seulement, Ognief remarqua le changement qui s'était produit en elle. Elle était pâle, elle était oppressée. Le tremblement de sa respiration gagnait ses mains, ses lèvres, sa tête, et il s'échappait de sa coiffure, non une seule boucle, comme toujours, mais 2. Elle évitait manifestement de le regarder dans les yeux, et pour essayer de masquer son émoi, tantôt elle arrangeait son col comme s'il l'étranglait, tantôt faisait passer son fichu rouge d'une épaule sur l'autre. « Vous avez l'air d'avoir froid, dit Ognief. C'est très malsain de rester assise dans le brouillard. Je vais vous reconduire nach Hause. » Vera se taisait. « Qu'avez-vous » dit Ognief en souriant. « Vous vous taisez et ne répondez pas à mes questions. Vous n'êtes pas malade ou fâché, n'est-ce pas ?» Vera pressa de sa paume celle de ses joues qui étaient tournées du côté d'Ognief et aussitôt la retira d'un geste brusque. « Situation affreuse, murmura-t-elle avec une expression d'intense douleur sur le visage. « Affreuse !»« Comment affreuse ?» demanda Ognief en haussant les épaules et sans cacher son étonnement. « De quoi s'agit-il » Toujours oppressée, les épaules frémissantes,
Véra lui tourna le dos, contempla le ciel une demi-minute et dit « Il faut que je vous parle, monsieur Ognev. »« Je vous écoute. »« Cela vous semblera peut-être étrange. Vous allez être étonné. Mais ça m'est égal. » Ognev haussa les épaules encore une fois et s'apprêta à écouter. Voilà commença Véra en baissant la tête et en tortillant une de ses boucles de son fichu. « Voyez-vous, je voulais vous dire, cela vous paraîtra étrange et bête, mais je n'en peux plus. » Les paroles de Véra se changèrent en un murmure confus, et soudain elle éclata à sanglots. La jeune fille se couvrit le visage de son fichu, se courba encore davantage et fondit en larmes amèrement. Ognev se racla la gorge comme un homme embarrassé et surpris, ne sachant que dire ni que faire, jeta autour de lui un regard désespéré. Sans expérience des pleurs et des larmes, il sentit lui-même que ses yeux lui démangeaient. « Ah, par exemple, bredouilla-t-il décontenancé. Véra, à quoi cela rime-t-il, je vous le demande. Ma chère, vous, êtes-vous malade? Ou bien on vous a offensé? Dites peut-être que je puis vous aider. » Quand, pour essayer de la consoler, il se permit d'écarter avec précaution ses mains de son visage, elle lui sourit au travers ses larmes et dit « Je vous aime. » Ces mots simples et banals furent dits en simple langage humain, mais Ognev, en proie à un trouble violent, s'écarta de Véra, se leva, et après du trouble, ressentit de l'effroi. La mélancolie, la châteleur et l'humeur sentimentale qu'avaient fait naître en lui les adieux et la liqueur disparurent d'un coup et firent place à un brusque et désagréable sentiment de malaise. Comme si son âme se fût retournée, il regarda Véra d'un grand regard oblique et maintenant que, par son aveu, elle s'était dépouillée de cette inaccessibilité qui embellit tant la femme, elle lui semblait en quelque sorte plus petite, plus simple, plus sombre. « Qu'est-ce donc ?» se demanda-t-il effrayé. « Mais moi, je l'aime ou non? Voilà le problème. » Quant à elle, maintenant que l'essentiel et le plus dur était fini, elle respirait aisément et librement. Elle aussi se leva et regardant Ognev bien en face, laissa échapper un flot de paroles rapides, irrésistibles, passionnées. Comme un homme frappé d'une épouvante soudaine ne peut se rappeler l'ordre dans lequel se sont déroulés les bruits et de la catastrophe qui l'a abasourdi, Ognev ne se rappelle pas les mots et les phrases de Véra. Il n'a en mémoire que le sens de ce qu'elle a dit, sa personne elle-même et l'impression produite par ses paroles. Il se rappelle une voix comme étouffée, étranglée par l'émotion, une harmonie, une flamme extraordinaire dans l'intonation. Elle lui a dit au milieu des pleurs, des rires, des larmes qui perlaient à ses cils, que les premiers jours de leur rencontre, son originalité, son intelligence, ses yeux spirituels et bons, ses problèmes et ses raisons de vivre l'avaient frappée, qu'elle l'avait aimé passionnément, follement, profondément, que lorsque, pendant l'été, elle rentrait du jardin et voyait son manteau dans l'antichambre, ou entendait le loin sa voix, son cœur était envahi d'un frisson, d'un pressentiment de bonheur, que même ses simples plaisanteries la faisaient rire aux éclats, que dans chaque chiffre de son cahier, elle voyait quelque chose d'extraordinairement intelligent et grandiose, que son bâton sec et noueux lui paraissait plus beau que les arbres. La forêt, les flocons de brouillard, les fossés noirs au long du chemin semblaient avoir fait silence en l'écoutant, mais dans son âme à lui, il s'était passé quelque chose de mauvais et de bizarre. Tandis qu'elle déclarait son amour, Véra était ravissante. Elle s'exprimait bien et avec flamme, mais il n'éprouvait ni volupté, ni joie instinctive comme l'aurait souhaité, mais seulement de la pitié pour elle, de la douleur et le regret de voir un être si bon souffrir à cause de lui. Soit qu'en lui parlât la raison l'ivresse ou que se manifestât l'insupportable habitude d'objectivité qui empêche souvent les gens de vivre, toujours est-il que l'enthousiasme et la souffrance de Véra lui parurent fades, pas sérieux, et qu'au même moment le sentiment s'insurgeait en lui,
et lui soufflait que tout ce qu'il voyait et entendait à cet instant était, du point de vue de la nature et du bonheur personnel, plus sérieux que toutes les statistiques, les livres, les visites. Il était furieux contre lui-même et s'accusait sans comprendre en quoi consistait au juste sa faute. Pour mettre le comble à sa gêne, il ne savait décidément que dire, et il fallait parler. Dire carrément « je ne vous aime pas » était au-dessus de ses forces. Dire « oui », il ne le pouvait pas parce qu'il avait beau explorer son âme, il n'y trouvait pas même une étincelle. Il ne soufflait mot et, pendant ce temps, elle disait qu'il n'y avait pas pour elle plus grand bonheur que de le voir, de le suivre, fût-ce à l'instant où il voudrait d'être sa femme et son aide, que, s'il la quittait, elle mourrait de chagrin. « Je ne puis rester ici, dit-elle en se tordant les mains. La maison, cette forêt, l'air me sont devenus insupportables. Je ne puis supporter l'immobilité constante et la vie sans but. Je ne puis supporter nos gens ternes et pâles, tous semblables les uns aux autres comme des gouttes d'eau. Ils sont tous affables et bons parce qu'ils ont le ventre plein, qui ne souffrent pas, qui ne luttent pas. Et moi je veux aller justement dans de grandes maisons humides où les gens souffrent, aigris par le travail et la misère. » Cela aussi parut à Ognief fade et pas sérieux. Quand Véra eut fini, il ne savait toujours pas que dire, mais il lui était impossible de garder le silence, et il bredouilla. « Je vous suis très reconnaissant, mademoiselle, quoique je sente que je n'ai nullement mérité de votre part pareil sentiment. Deuxièmement, en honnête homme, je dois dire que le bonheur est fondé sur l'équilibre, c'est-à-dire quand les deux parties aiment également. » Mais il eut aussitôt honte de son bredouillage et se tut. Il sentait qu'en cet instant son visage avait une expression bête, coupable, plate, et qu'il était tendu et crispé. Véra dut sans doute y lire la vérité, car elle devint soudain sérieuse, pâlit et baissa la tête. « Excusez-moi, » bredouilla Ognief, incapable de garder le silence. « Je vous estime tellement que j'ai mal. » Véra se retourna brusquement et prit d'un pas rapide la direction de la maison. Ognief la suivit. « Non, il ne faut pas, fit-elle, avec un geste de la main. « Ne venez pas, je rentrerai seule. »« Non, tout de même, il faut vous accompagner. » Quoi qu'il dît, tout jusqu'à la dernière syllabe lui semblait odieux et plat. Son sentiment de culpabilité croissait à chaque pas. Il était furieux, serrait les poings et maudissait sa froideur et son manque de savoir-faire avec les femmes. Pour se stimuler, il regardait la jolie taille de Véra, sa natte et les traces de ses petits pieds sur la poussière du chemin, se rappelait ses paroles et ses larmes, mais tout cela ne faisait qu'attendrir son âme, sans l'exciter. Ah, on ne peut tout de même pas se forcer à aimer, se disait-il pour se convaincre, et en même temps il pensait « Qui donc aimerais-je sans me forcer ? C'est que j'ai très près de 30 ans. De femme meilleure que Véra, je n'en ai jamais rencontré, et je n'en rencontrerai jamais. Oh, vieillesse de chien, la vieillesse à 30 ans. » Véra, devant lui, accélérait toujours le pas, sans se retourner, tête basse. Il avait l'impression que le chagrin l'avait voûté, étriqué. « Je m'imagine ce qui se passe maintenant dans son âme, songea-t-il en contemplant son dos. Elle doit avoir honte et souffrir et en souhaiter à la mort. Seigneur, combien y a-t-il de vie, de poésie à ébranler un roc, et moi, je suis triste et gauche. » Arrivé au portillon, Véra lui jeta un coup d'œil furtif et le dos courbé, emmitouflé dans son fichu, pris par l'allée à pas rapides. Ognief resta seul. Il repartit vers la forêt à pas lents, s'arrêtant et se retournant sans cesse en direction du portillon, et dans tout son être, l'air de ne pas se croire lui-même. Il cherchait des yeux sur le chemin la trace des pas de Véra, et ne pouvait croire qu'une jeune fille qui lui plaisait tant venait de lui faire une déclaration, et qu'il avait si maladroitement et grossièrement répondu « non ». Pour la première fois de sa vie,
Il se convainquait par l'expérience que l'on dépend bien peu de sa bonne volonté, et expérimentait en sa propre personne la situation de l'homme honnête et sincère qui cause à son prochain des souffrances cruelles, imméritées. Sa conscience souffrait et quand Véra fut hors de vue, il lui sembla qu'il avait perdu quelque chose de très cher, de très proche, qu'il ne retrouverait plus. Il sentait qu'avec elle avait disparu une partie de sa jeunesse et que les instants qu'il venait de vivre si stérilement ne se répéteraient plus. Arrivé au petit pont, il s'arrêta et se mit à réfléchir. Il voulait trouver la cause de son étrange froideur. Qu'elle fût en lui-même et non hors de lui, c'était clair à ses yeux. Il s'avoua sincèrement que ce n'était ni la froideur raisonnée dont se flattent si souvent les gens intelligents, ni la froideur de l'imbécile égoïste, mais simplement une déficience de l'âme, une incapacité à saisir profondément la beauté, une vieillesse prématurée, fruit de l'éducation, de la lutte déréglée pour gagner son pain, de la vie sans famille, dans une chambre d'hôtel. Du pont, il s'enfonça lentement, comme à regret, dans la forêt. Là, en ce lieu où, sur les ténèbres noires, épaisses, les rayons de la lune dessinaient des taches de clarté, où il ne percevait que ses propres pensées, il désira passionnément retrouver ce qu'il avait perdu. Et Ognief se rappelle qu'il revint encore une fois sur ses pas, tout en s'excitant par l'évocation de souvenirs et en se forçant à dessiner dans son imagination les traits de Véra, il se hâtait vers le jardin. Ni sur le chemin, ni dans le jardin, il n'y avait plus de brouillard, et la lune limpide comme lavée regardait du haut du ciel. Seul l'Orient était brumeux et maussade. Il se rappelle ses pas circonspects, les fenêtres obscures, l'odeur capiteuse de l'héliotrope et du résidat. Le chien Caro s'approchant de lui et lui flaira la main, en frétillant amicalement la queue, le renifla. Ce fut le seul être vivant qui le vit faire 2 fois le tour de la maison, s'attarder sous les fenêtres obscures, celle de Véra en particulier, et après un geste de la main sortir du jardin, en poussant un gros soupir. 1 heure après, il était déjà en ville et fatigué, brisé, son corps et son visage en feu appuyés au portail de l'auberge. Il secouait le heurtoir. Quelque part, un chien réveillé jappa, et comme en réponse à son coup de boutoir, un veilleur de nuit fit retentir près de l'église son disque de fonte. « Tu traînes dehors la nuit, marmonna en lui, ouvrant la porte, le vieux croyant en chemise longue, comme une chemise de femme. Au lieu de traîner, tu ferais mieux de prier Dieu. » Dans sa chambre, il se laissa tomber sur son lit et contempla longuement la lampe, puis il redressa brusquement la tête et se mit à préparer ses bagages.